C'est parti, bonsoir à tous. Ravi de vous retrouver ce soir. Ravi d'être avec Thierry Marc ce soir pour ce webinar qui va être donc organisé sur le sujet « Et si c'était un syndrome de la traversée cervico-thoraco-brachiale ». Donc, on est vraiment ravis d'avoir pu organiser ce webinar. On vous remercie parce que ça a été un grand succès. On approche pratiquement des 1000 inscrits sur cette soirée. Donc, c'est vraiment un énorme succès. On vous remercie à tous. On espère que vous allez passer un bon moment. Ce webinar a été organisé par Follow, qui est une solution numérique de suivi patient plutôt efficace, qui fonctionne très bien au quotidien avec les praticiens de la santé, que ce soit les chirurgiens, les médecins ou les kinésithérapeutes, en association du coup avec le TM Institute ce soir. Et j'ai l'honneur du coup de vous présenter Thierry Marc. Thierry qui est kinésithérapeute, cadre de santé, et il exerce au centre de rééducation spécialisé à Montpellier. C'est lui-même qui a créé le TM Institute en 2010 afin de réaliser de la formation et de la prévention en entreprise. Et il est également fondateur et président de la SFRE, la Société française de la rééducation de l'épaule. Voilà, donc c'est Thierry qui va faire la présentation ce soir. L'idée, c'est que ce soit un moment agréable dans lequel vous soyez en mesure de poser vos questions sur l'onglet dédié que vous trouverez sur le côté. On va partir sur une présentation qui va être sur 35-40 minutes avec Thierry, suivi d'un moment d'échange pendant lequel, du coup, Thierry répondra aux différentes questions qui ont pu être posées durant ce webinaire. Voilà, vous aurez un petit système de vote sur le côté pour qu'on puisse répondre en priorité aux questions qui auront le plus de succès. Donc voilà. Je m'arrête moi pour tout de suite. Je vous laisse entre de bonnes mains avec Thierry et sa présentation. Et je vous dis à tout à l'heure pour l'animation des questions-réponses. Bonne soirée et bon webinaire. Bonsoir à tous et merci d'être venus aussi nombreux nous rejoindre. C'est un peu impressionnant de savoir qu'il y a autant de monde et de voir personne. On va faire avec. Donc, je suis un peu, le sujet est important, vous allez le voir. Je suis un peu étonné qu'il y ait eu autant d'adhérence à ce sujet, mais c'est une excellente chose. Donc, tout d'abord, qu'est-ce que c'est et est-ce que c'est fréquent? Alors, l'incidence et la définition. Tout d'abord, il s'agit de la zone qu'il y a entre l'émergence des racines au niveau du rachis cervical, à la sortie des trous de conjugaison. Ensuite, vous avez les nerfs qui sont dans le membre supérieur et toute la zone qu'il y a entre les deux, c'est la traversée thoraco-brachiale. C'est une zone qui est importante, où il y a les troncs primaires qui sortent, puis les troncs secondaires et qui vont traverser plusieurs défilés. Alors, est-ce que c'est fréquent? Si on regarde la littérature, finalement, pas tellement. Hein, entre 0,3 et 2%, bien qu'une maladie qui touche 2% de la population, c'est quand même une maladie qui est assez importante. Mais en fait, dans ma pratique, il semble que ce soit beaucoup plus fréquent, puisque j'avais fait une première étude en 2020 où on avait testé les patients systématiquement qui venaient pour une pathologie du membre supérieur dans notre centre de rééducation. Et il y en avait 60% qui présentaient des symptômes. J'ai refait ça récemment en entreprise et il y en a également 60% qui, lors des bilans de prévention, présentent des signes d'une traversée cervico-thoraco-brachiale. Mais c'est complètement différent de quand on reçoit des patients qui sont passés par toute la filière diagnostique qu'on verra un peu tout à l'heure. Alors, les résultats de cette étude qui avait été présentée au GEMSOR et au GEM, donc il s'agissait de 18 femmes et 14 hommes. On réalisait un test de mise en tension du plexus brachial et on recueillait les dysesthésies, les paresthésies, donc dans C8D1, C5, C6 ou la main entière. Donc il y en avait 38 donc sur 64 membres. On observait des limitations des rotations cervicales. Les scalènes étaient douloureux chez 27 patients sur 38. Et la dysesthésie lors de la traction axiale était retrouvée sur 42 membres, ce qui faisait au total 60% de souffrance nerveuse. Alors, historiquement, il y a 3 grandes périodes. C'est ancien comme syndrome, c'est connu depuis longtemps. Avant 1920, on parlait de côte cervicale. Donc, c'était Galien en 150 avant Jésus-Christ, puis Cooper. Et ensuite, on a eu la première résection en 1861.
De 1920 à 1956, le concept de plusieurs défilés apparaît. Ensuite, en 1956, c'est le premier protocole de rééducation qui a été publié par Pitt de la Mayo Clinic à Rochester. Et ensuite, en 1983, il y a Luciano Poitevin, un chirurgien argentin, qui a réalisé sa thèse dessus et il a présenté à Paris lors du congrès du GEM. Alors, souvent on parle, il y a de multiples noms, et on parle souvent de syndrome d'Escalène. Est-ce que c'est la même chose? Bien sûr. Mais ça, c'est les trois défilés historiques avec l'interscalénique, le costoclaviculaire et le rétropectoral. Et en fait, c'est un peu comme le Vendée Globe. Je ne sais pas si vous suivez l'actualité, mais il y a des navigateurs qui sont partis autour du monde faire une course et qui se passent par les trois caps. Mais on s'est aperçu, on le savait déjà un peu, qu'en fait, les problèmes, ça ne se passe pas uniquement au niveau des trois caps, mais ça peut se passer entre les caps. Et donc, il y a des dématages, des bris de coque. Il y a Jean Le Cam qui a sauvé un navigateur. Et la traversée thoracobrachiale, c'est un peu pareil. Il y a les trois défilés, mais en fait, le risque, il est partout. Alors, ça, c'est Luciano Poitevin que j'ai eu le plaisir de retrouver plus de 30 ans après. Et lui a décrit donc 6 défilés que nous allons détailler. Tout d'abord, il y a l'appareil suspenseur de la plèvre, dont on ne parlait pas avant. Il y a en particulier le ligament costo-septocostal, qui est le plus agressif pour la racine basse. Ensuite, il y a le célèbre défilé interscalénique avec le scalène antérieur et le scalène moyen, qui est un muscle très important, qui est traversé, ça, on oublie un peu, par le nerf thoracique long, ce qui peut entraîner en certains cas des dyskinésies de la scapula, qui peuvent secondairement provoquer un syndrome de la traversée thoracobrachiale. Et vous avez l'artère sous-clavière qui passe également par ce défilé, la veine passera devant. Et il y a un petit scalène inconstant qui a été également décrit par Poitevin et qui est agressif pour les racines basses. Ce défilé interscalénique, on le voit dans le plan frontal, mais c'est important de le voir dans le plan aussi en coupe horizontale. Et on voit qu'entre l'embryon et l'adulte, sur la droite, là, il y a un changement d'orientation du plexus brachial, en particulier dans le plan horizontal. Et on voit le plexus qui fait un angle de 90 degrés au niveau du scalène moyen. Et c'est en particulier là que le problème peut se passer. Donc ça, c'est un schéma de Christian Dumontier, mais c'est la théorie de Luciano Poitevin. Le troisième défilé est l'espace costoclaviculaire, décrit il y a bien longtemps déjà par le Riche, puis par Falconer. Là, on voit qu'il se ferme lorsqu'on tire sur le bras, mais également, il va se fermer lorsque vous allez lever le bras. Et donc, on voit qu'il y a la première côte qui est en bas et par-dessus, vous avez la clavicule avec le muscle sous-clavier qu'on voit pas sur ce scanner 3D. Et on voit l'artère sous-clavière qui va faire ici un angle sous la clavicule et qui va être comprimé à ce niveau-là. Le quatrième défilé est le défilé clavipectoral avec le ligament coracoclaviculaire interne et son faisceau costal qui est très tranchant et qui va être agressif à la fois pour le plexus brachial et pour la veine sous-clavière. Ici, on voit le ligament coracoclaviculaire et ici, le muscle sous-clavier. L'artère passe ici. Enfin, il y a le défilé rétropectoral, donc sous le muscle petit pectoral, donc, qui va se modifier lors des mouvements en élévation du bras. Et on sait que ces patients ont souvent des augmentations, des paresthésies ou des problèmes circulatoires lorsqu'ils sont les bras en l'air. Et en particulier, le défaut de rétroposition de la scapula va augmenter la tension. Enfin, le dernier défilé, décrit par Durham, en avant de la tête humérale, lorsque vous avez une rétroposition du bras, l'artère axillaire et le plexus sont comprimés en avant de la tête humérale. Enfin, on ne peut pas terminer sans parler des côtes cervicales, donc qui ont été classées par Gruber en 1869 en plusieurs types. On les retrouve en général dans 1% de la population et un peu plus fréquemment, de 6 à 11%, dans les syndromes de la traversée cervico-thoracobrachiale. Vous les voyez ici figurés en rose. Mais le sujet a bien vécu longtemps avec, et un jour, il décompense. On ne peut pas dire que c'est automatiquement à cause des côtes cervicales, mais c'est certes un facteur favorisant.
Alors, quand on fait le bilan, on s'aperçoit que c'est les nerfs qui traversent le plus de défilés, ensuite l'artère sous-clavière et enfin la veine sous-clavière. Il y a également la possibilité qu'il y ait des compressions étagées à plusieurs niveaux, c'est ce qu'on appelle le double crush syndrome. Et donc, si le nerf est comprimé à plusieurs niveaux, il sera plus sensibilisé. Donc, il peut être comprimé au niveau de la traversée et au niveau du coude, du canal carpien, mais également, il peut y avoir deux compressions au niveau de la traversée, puisqu'on a vu qu'il y avait plusieurs défilés. Et donc, pour Wood et Naraka, c'est entre 30 et 40% des cas. Et c'est à notre avis excessivement fréquent. Il y a une publication récente sur la traversée associée à une névralgie cervico-brachiale. Alors, quels sont les signes cliniques? Tout d'abord, c'est les formes neurologiques qui sont les plus fréquentes. Elles représentent 90% des syndromes de la traversée cervico-thoraco-brachiale et elles débutent en général vers 40 ans. On n'en a pas chez les personnes âgées. C'est plus fréquent chez la femme que chez l'homme. Et les formes supérieures sont plus rares, C5, C6, C7, les plus fréquentes étant les formes inférieures C8, D1. À la clinique, on retrouve des douleurs à la palpation du plexus. Vous pouvez effectuer un tunnel en percutant le plexus. On a des scalènes qui sont contractés et parfois douloureux. Il en est de même pour les trapèzes. On retrouve des paresthésies décrites par le patient et dans certains cas, une faiblesse du membre supérieur. Les symptômes sont aggravés lors des activités bras en élévation, et souvent la nuit. Et récemment, il y a une étude excessivement intéressante de Kuhn qui retrouve donc chez 76% des patients des douleurs sous-occipitales qui sont dues aux muscles sous-occipitaux. Donc, il va montrer qu'en fait, il y a des contractures qui sont péri-cervicales. Donc, il faudra traiter tout l'ensemble de la musculature cervicale. Alors, qu'en est-il des formes vasculaires? Bon, elles débutent en général entre 20 et 30 ans, et elles sont plus fréquentes chez l'homme, mais j'ai eu récemment une jeune femme qui a dû être opérée. On peut avoir des thrombophlébites avec des ischémies artérielles dans certains cas, donc ils arrivent en urgence à l'hôpital. Donc les formes artérielles, c'est 1% des cas, donc c'est peu fréquent, il y a une douleur persistante qui est non radiculaire avec un engourdissement, un inconfort qui est aggravé à l'activité, une sorte de claudication intermittente du membre supérieur, et on a des membres qui sont plus froids et plus pâles. Les formes veineuses, un peu plus fréquentes, 3 à 5%. En général, il y a un œdème du membre supérieur et de la main. Les femmes ont du mal à enfiler des bagues. Il y a une fatigabilité, parfois qui est précédée de douleur, avec une coloration parfois cyanotique et des veines superficielles qui sont dilatées. Mais ça, c'est le classique. Et vous n'êtes pas aussi nombreux ce soir, je pense, pour réentendre la description classique de la traversée cervico-thoraco-brachiale. En fait, il y a des formes neurologiques qui sont complètement atypiques. Et donc, on voit arriver des patients pour une douleur acromioclaviculaire, des pseudo-entorses de poignet, des ténosynovites de Kervin, des épicondyles latérales, des canaux carpiens, des scapulalgies qu'on a étiquetées tendinites de la coiffe. Et tout ça, ce sont des douleurs donc très localisées et qui peuvent faire penser effectivement à cette pathologie. Alors qu'habituellement, les gens décrivent des formes qui sont beaucoup plus globales et peu précises. Alors, qu'est-ce qui peut expliquer justement ces localisations extrêmement précises? Il y a une publication de Lam en 2020 qui a mis en évidence qu'on pouvait avoir des atteintes uniquement d'un seul fascicule. Et on voit sur la gauche, ici, un fascicule qui mesure 2 mm et le même qui peut être édémacié et qui va avoir un diamètre de 3 mm. Donc à ce moment-là, si vous avez un seul fascicule atteint, et parfois peut-être quelques fibres au niveau de cette fascicule, vous aurez une localisation extrêmement précise de la douleur qui pourra vous orienter vers un faux diagnostic. Donc pensez bien à ces formes qui sont, à mon sens, les plus fréquentes et complètement sous-diagnostiquées. Alors, qu'est-ce qui peut se passer au niveau de la biomécanique des nerfs? À gauche, on voit les fascicules qui ont un bon calibre. Et ensuite, on voit le fascicule, le nerf qui se réfléchit sur le scalène lors du virage à 90 degrés en arrière du plexus brachial.
quand un nerf se réfléchit, c'est démontré par plusieurs travaux, en fait, les fascicules qui sont contre la poulie de réflexion sont les fascicules qui sont les plus écrasés, alors que les autres se déforment peu. Et donc, c'est là où vous pourrez avoir une atteinte du nerf. Alors, qu'est-ce qui se passe quand il y a dans les atteintes nerveuses? C'est des structures qui sont excessivement fragiles. Une microcirculation est perturbée à partir de 30 mm de mercure de pression, c'est très peu. 8% d'élongation diminue la vascularisation. Ça, c'est les travaux de Lundborg que j'ai eu la chance de rencontrer, comme on voit sur la droite. 15% d'élongation arrête la vascularisation. Et les lésions non, se traduisent par un œdème et une fibrose du nerf qui entraîne une diminution des plans de glissement. Ça, c'est les schémas de Lundborg que vous voyez en bas. Mais plus récemment, il y a Bianchi qui a publié qu'on retrouvait des altérations des canaux ioniques qui permettent lors de la dépolarisation le passage des différents ions. Et ces canaux sont détériorés par les tensions sur les nerfs. Donc ça entraîne bien évidemment des troubles de la conduction. Alors, au niveau du plexus, au niveau de la traversée thoraco-brachiale, on a vu que les nerfs vont partir de l'émergence des trous de conjugaison pour arriver dans le membre supérieur. Ils vont être obligés de passer dans plusieurs poulies, notamment autour des scalènes, autour de la clavicule. Et donc, si vous avez lorsque vous mobilisez votre membre supérieur, le nerf théoriquement doit glisser, mais si le nerf est fixé et en plus réfléchi contre des poulies qui ne se déplacent pas, qui sont rigides, vous allez avoir au niveau des zones de réflexion des compressions de certains fascicules et qui vont donner donc des localisations beaucoup plus précises. Alors, comment faire le diagnostic? C'est à la fois simple et compliqué. D'abord, il faut s'orienter vers un syndrome de la traversée cervico-thoraco-brachiale, par l'interrogatoire. On a vu quels étaient les signes cliniques. Vous pouvez être aidé par la palpation et le Tinel au niveau des scalènes. On va voir les tests spécifiques. Et ensuite, il faudra exclure ou diagnostiquer une radiculopathie cervicale ou une compression nerveuse périphérique. Il faut parler d'un syndrome qui est relativement rare, c'est le syndrome de Pancoast-Tobias, qui est une tumeur de l'apex du poumon. C'est 5% des cancers bronchiques et dans 95% chez les fumeurs. Donc, il s'y associe un syndrome de Claude de Bernard-Horner avec un ptosis, myosis et une ophtalmie, et une névralgie cervico-brachiale de type C8D1 avec des douleurs à la face postérieure de l'épaule. Donc, devant un tableau qui vous semble pas net, n'hésitez pas à l'envoyer, faire une radio, une exploration complémentaire. Alors, il y a de multiples tests cliniques qui ont été décrits, mais il n'y a pas de gold standard pour le syndrome de la traversée cervico-thoraco-brachiale. Voici différentes manœuvres que vous connaissez sûrement de nom. Elles sont positives chez des sujets qui n'ont pas de traversée, elles sont négatives chez des sujets qui ont des traversées. Elles explorent plutôt la composante vasculaire, on a vu qu'elle n'était pas la plus fréquente. Ma préférence irait pour la manœuvre de Ross, où on demande au sujet d'effectuer donc sans fermeture et ouverture de la main. Personnellement, je note le moment où commencent à apparaître les dysesthésies, la fatigue, les douleurs, et au moment 30e fermeture, 50e, 60, ça me permet d'avoir un suivi plus précis de la récupération du patient. Il faut exclure ou faire le diagnostic complémentaire de double crush syndrome, mais également de pathologie de coiffe ou de rotateur, c'est souvent associé, de compression lunaire en coude par la palpation et ensuite la sensation de la luxation du nerf cubital au coude, du nerf médian au canal carpien, donc pour ça vous réaliserez le test de Tinel et le test de Fallen. Vous avez également le nerf médian au coude qu'on va détailler, et bien évidemment une névralgie cervico-brachiale. Donc, le nerf médian, il y a deux sites de compression, le canal carpien qui est bien connu, mais également son passage sous le rond prolateur. Comme on utilise énormément le rond prolateur dans les activités de la vie quotidienne, il peut être très souvent comprimé à ce niveau-là. Le nerf ulnaire au coude peut avoir tendance à se luxer dans la gouttière, mais il peut également être
comprimés par le fléchisseur ulnaire du carpe. Donc, vous aurez intérêt, si vous trouvez ces muscles qui sont douloureux et le nerf donc, qui est sensible à la percussion, à relâcher toute cette musculature. Enfin, il faut éliminer une névralgie cervico-brachiale si le tableau clinique le montre. Je vous rappelle qu'une névralgie cervico-brachiale, il y a un trajet qui est beaucoup plus précis. En général, le patient ou la patiente vous le décrit en suivant bien avec le droit le trajet du nerf. C'est très invalidant. En général, on ne peut pas aller travailler quand on a une traversée thoraco-brachiale. On ne peut plus bouger. Mais pour le diagnostiquer plus précisément, il y a Weiner qui a décrit récemment un cluster de tests avec 4 tests, le UNLT1, le Sperling, la rotation cervicale et la traction cervicale. Plus il y a de tests positifs, plus vous pouvez vous orienter vers une NECB. Si vous avez 3 sur 4 et une probabilité de 65%, et à 4 sur 4, vous montez à 90%. Une fois que vous vous dites, eh bien, ce n'est pas une NECB, c'est une traversée thoraco-brachiale, on va pouvoir attaquer le traitement. Tout d'abord, il faut dire 2 mots du traitement chirurgical. Donc, il y a de multiples interventions qui ont été décrites avec plusieurs voies d'abord. La plus courante, c'est la scalénectomie. Et là, c'est une patiente, vous voyez, sous la petite chaîne, elle a une cicatrice donc de sa scalénectomie. Et ensuite, elle avait eu également, elle n'avait pas de chance, une résection de la première côte par voie axillaire. C'est un petit chantier. Donc, il faut savoir que Naracas en particulier a publié qu'il avait plusieurs publications par patient, et plus on y retouche, plus le nombre de complications augmente. Donc, le traitement chirurgical, et je pense qu'il y a le docteur Tessia, avec qui j'ai eu la chance de travailler pendant plus de 30 ans, là, et il ne me contredira pas, puisque je ne crois pas qu'il en ait opéré pendant toute cette période-là, puisqu'il les envoyait en rééducation. Donc, il n'y a qu'en cas d'ischémie aiguë ou d'ischémie qui ne cède pas au traitement médical où il faut les opérer, parfois même en urgence, ou en cas d'échec prolongé de la rééducation, ce qui malheureusement peut également arriver. Il va falloir donc d'abord commencer à nettoyer toute la région, c'est-à-dire ne pas laisser un dysfonctionnement de l'épaule installé, parce que sinon vous avez la mobilité perdue dans la glénomérale qui va se reporter à la scapule thoracique et un surmenage de toute cette musculature qui s'insère sur le rachis cervical avec l'élévateur de la scapula et les trapèzes, dont on va faire les 3 séquences que je ne détaillerai pas ici, ce n'est pas l'objectif. Donc la séquence pour la glénomérale, la séquence pour la scapula. Et ensuite, on va arriver aux manœuvres spécifiques de la traversée thoraco-brachiale. Donc, en fait, puisque la tête est en équilibre instable sur la ceinture scapulaire, à partir du moment où il y a un muscle qui se contracte, vous allez tendre le haut-banc du mât, et vous allez obligatoirement avoir le haut-banc de l'autre côté qui va être mis en tension, sinon le mât va tomber. Mais quand vous avez un mât ou un poteau de tente et que vous tirez sur 2 haubans, il faut automatiquement tendre les 4 haubans qui sont dirigés donc à 90 degrés de part et d'autre pour arriver à stabiliser le mât. Donc là, vous partez, mettons, d'un petit dysfonctionnement de la glénomérale ou d'autres causes. Vous avez un surmenage du trapèze d'un côté. Ça a été démontré, ça, par Scandinave, qui a fait des électromyographies et même des biopsies. Et à ce moment-là, vous allez avoir une contracture de la musculature péricervicale, et y compris des muscles sous-occipitaux, ce qu'a démontré récemment Kuhn. Donc là, j'ai un peu listé et illustré donc, tous les muscles que vous allez avoir à traiter. On ne va pas le faire en détail, rassurez-vous. Et on va utiliser les techniques de mise en raccourcissement de Jones. Donc, vous allez mettre le muscle en raccourcissement. Là, on l'a illustré avec un EMG de surface qui n'a pas une grande valeur scientifique, mais qui montre quand même bien ce qui se passe. Donc, vous avez le côté sain qui est en bleu, le côté pathologique qui est en vert. Vous voyez que le trapèze pathologique décharge pas mal. Vous allez complètement raccourcir le muscle, ça va étouffer les fuseaux neuromusculaires. Vous allez maintenir la position pendant quelques secondes, et après, vous allez effectuer surtout un retour très lent. Et vous voyez que lors de la mise en position courte, petit à petit, l'activité musculaire diminue,
Et si vous réalisez un retour très lent, vous vous retrouvez avec une activité inférieure au côté sain. Donc, vous allez faire ça, comme on va le voir sur toute la musculature péricervicale. Donc, la chaîne antérieure, on a regroupé les muscles qu'on a vus tout à l'heure par secteur. La chaîne latérale, et chaque fois, on fait les deux côtés, et on ne traite pas uniquement que le côté pathologique. Puis la chaîne postérieure, et ça, c'est fait suivant une méthodologie spécifique qu'on a développée et affinie ces dernières années pour que ce soit bien toléré par les patients. Donc, on n'a pas d'aggravation. Donc, ces mises en position courte permettent de rééquilibrer les agonistes et les antagonistes du rachis cervical. Elles diminuent donc la compression sur les cervicales, donc c'est bénéfique pour les foramen. Donc, si par hasard il y avait une NCB, vous avez une augmentation de la mobilité entre les séances, puisque vous relâchez la musculature, les jambes vont utiliser leur rachis cervical et donc petit à petit vont améliorer leur mobilité. Si c'est des sujets qui ont une kinésiophobie, on peut rajouter des exercices pour leur faire travailler la mobilité active. Cette mobilité retrouvée à la fois du rachis cervical et du membre de la glénomérale va permettre d'améliorer le glissement neural. Les articulaires postérieurs, avec leurs capsules qui sont rétractées, vont petit à petit retrouver de la mobilité grâce à la mécanotransduction. La remobilisation de la première côte va se faire par le relâchement des scalènes. On verra qu'il y a aussi des techniques complémentaires. Et les ligaments suspenseurs de la plèvre peuvent aussi s'adapter, toujours par mécanotransduction, mais jamais par étirement lors d'une séance. La troisième partie, donc après la normalisation de l'épaule, puis les mises en position courte cervicale, on va maintenant avoir les manœuvres d'ouverture de défilé par des manœuvres classiques que vous connaissez tous, de mobilisation de la ceinture scapulaire. Donc ça va permettre d'élever la première côte. Et ensuite, on peut faire des techniques d'abaissement de la première côte sur des cycles respiratoires. Voilà. Il est important ensuite de bien éduquer le patient. Si ça s'est installé, c'est souvent pas par hasard. Donc, on va faire une éducation ventilatoire en retravaillant bien la respiration abdomino-diaphragmatique et on va l'éduquer à palper ces scalènes qui sont des inspirateurs accessoires et il faut qu'il apprenne à mobiliser sa sangle abdominale pour avoir une respiration abdominale sans mettre en tension et sans tirage des scalènes. Pardon. Il faut ensuite réaliser une mobilisation de la scapula avec le tilt postérieur pour bien frontaliser la scapula, puisqu'on a vu qu'il peut y avoir une compression au niveau du petit pectoral et en avant de la tête humérale. Donc, la rétroposition va favoriser la décompression du plexus et des vaisseaux. Il faut apprendre au sujet à bien gérer sa posture. On va ensuite travailler les fixateurs latéraux et les rotateurs latéraux, mais que quand toute la symptomatologie a disparu, on verra tout à l'heure un cas clinique où on avait mis un peu la charrue avant les bœufs, et les installations au lit sont extrêmement importantes, parce que si vous avez un coussin qui vous met trop la tête en inclinaison latérale, et par hasard du côté où vous avez les tensions, où vous fermez les trous de conjugaison, ça va vous aggraver. Et donc la difficulté, c'est qu'on n'a pas besoin... On a besoin de coussins différents lorsque vous êtes sur le dos ou quand vous êtes en décubitus latéral. Donc, il y a une bonne part de conseils. Et également, l'installation à la maison, on parle souvent d'installation post-travail, mais bon, les sujets utilisent pas mal l'ordinateur pour leurs loisirs et actuellement, en plus, avec le télétravail où ils sont particulièrement mal installés chez eux. On va finir par deux cas cliniques. Donc, qui sont un peu opposés, mais ça correspond bien à ce qu'on retrouve, c'était bien décrit. Donc, un homme de 38 ans, assez musclé, assez tonique, qui a des paresthésies et des douleurs dans les 3 premiers doigts de la main depuis 3 ans. Il a fait de l'ostéopathie avec des mobilisations, de la rééducation avec un protocole de PIT, on lui a tonifié les élévateurs et les fixateurs. À l'interrogatoire, il s'avère que, et d'ailleurs ça se voit, qu'il pratique intensément la musculation avec beaucoup de travail de tirage, donc sur les abaisseurs. Le tinel est positif
en cervical et au canal carpien. Il y a en plus un test de Fallen positif pour le canal carpien. Et il y a aussi un test de Spinner qui est positif au niveau du rond pronateur. Les épaules sont très limitées en abduction, comme vous pouvez le voir, puisque à droite, là, je suis en train de tester l'abduction, donc il a 45 degrés, mais elle est également limitée en élévation, et on voit que les abaisseurs empêchent la mobilité de la scapula en solette latérale. Si on fait le C-test, on voit qu'il est plus limité que d'un côté que de l'autre. La normale, c'est 130 degrés, c'est-à-dire que l'épicondyle latéral doit arriver jusqu'au front. Ça a été validé par plusieurs travaux, en particulier effectués à Rennes sous la direction de Tomaso, professeur Tomaso. Donc, en rééducation, on va récupérer la mobilité des épaules pour soulager sa musculature scapulaire. On va étirer les abaisseurs. On va réaliser des mises en position courtes des cervicales, un crochetage et un étirement des épicondyliens médiaux et du rond pronateur. On va lui indiquer les auto-étirements à faire. Alors, à quel rythme on va réaliser les séances? Au début, une fois par semaine pendant un mois, il faut laisser le temps au sujet de s'adapter. Puis, 2 fois par semaine, 2 fois par mois pendant un autre mois, et puis après un suivi régulier jusqu'à la disparition de la symptomatologie. On voit qu'il a récupéré une bonne mobilité des épaules et cervicales. Par contre, le C-test est toujours limité parce qu'il faut le temps qu'il y ait une adaptation de la capsule articulaire de l'épaule pour récupérer une mobilité complète, et le collagène capsulaire est celui qui évolue le plus lentement dans l'organisme. Voilà, donc 1, normalisation des épaules, 2, mise en position courte, et on ne réalisera une tonification qu'une fois qu'on aura tout équilibré, et à ce moment-là, ça sera plutôt pour les rotateurs latéraux et les fixateurs de la scapula que pour les abaisseurs. Un cas maintenant opposé, un peu parce qu'il s'agit d'une femme, et ensuite vous allez voir, donc là il y a une composante vasculaire, artérielle à droite et veineuse à gauche. On voit qu'il y a une apophysomégalie C7 avec des douleurs neurologiques qui prédominent à droite. Il y a une limitation des rotations cervicales et de l'extension avec une légère déviation. Les amplitudes d'épaule sont extrêmement limitées. Par contre, le C-test est moins limité que le patient précédent parce que cette patiente est laxe. Donc, on avait un raide et là, on a une laxe, et on a les 2 tableaux cliniques qui peuvent exister. Donc, on va réaliser tout d'abord des manœuvres de correction de l'articulation glénomérale, puis des manœuvres de relâchement du petit pectoral. Ça permet de récupérer une bonne amplitude de la glénomérale contrôlée par le C-test, avant-après. Et ensuite, alors qu'on a récupéré une bonne amplitude d'épaule, une bonne mobilité cervicale, en fait, le résultat n'arrive pas à se stabiliser. Et en fait, on était un peu passé à côté d'un défaut de convergence oculaire au départ, donc qui entraîne donc des perturbations de la musculature cervicale et un défaut de stabilisation. Donc, régulièrement, ça arrive, et à ce moment-là, on leur fait faire des séances de rééducation orthoptique pour régler ce problème-là, et on les reprend même par la suite, et on arrive à bien les stabiliser. Voilà, mais je vais être donc prêt à répondre à vos questions. J'en profite pour annoncer le prochain webinaire qui a été décidé cet après-midi. Ça sera en collaboration avec le docteur Philippe Collin de Rennes. Et le thème, c'est « Et si c'était un internal impeachment ?» D'accord, mais lequel? Merci Thierry. Donc j'en profite, je reviens. J'en profite pour vous indiquer que durant le webinaire, on a continué à avoir des inscriptions. On a passé la barre symbolique des 1000 inscrits. Donc voilà, on était un petit peu plus de 1030 ce soir inscrits au webinaire. Donc du coup, pour ceux qui l'ont vu, il y a évidemment l'onglet questions sur le côté sur lequel vous pouvez voter pour les questions qui vous intéressent le plus. Et du coup, on va commencer. La première question, Thierry, elle est pratique. C'est dans quelle mesure les participants pourront avoir accès au support? Je crois qu'il va être… Vous allez le mettre en ligne, vous avez dit non?
Le replay sera disponible suite à ça. Voilà. Voilà. Donc après, pour parler un petit peu plus du sujet de ce soir, la première question que je vois, c'est bonsoir, pourquoi privilégier le Jones pour les techniques musculaires? Alors, je pense que la personne qui a posé la question pense l'opposé au lever de tension. Quand j'ai commencé, j'ai appliqué des... Alors, il faut savoir que quand j'ai fait l'école des cadres, qui c'était en 1985, j'avais fait un mémoire et j'avais lu en particulier la thèse de Bérédis, qui était un médecin de Montpellier, sur la traversée thoracobrachiale, 500 pages, et plus j'avançais, moins je comprenais ce qui se passait. Puis, donc, j'ai fait des topos, je faisais des cours et je rééduquais des patients. Et à un moment, j'ai un peu abandonné. J'ai abandonné les cours parce que je ne veux pas enseigner des choses qui ne marchent pas. Et ensuite, je ne cherchais pas à avoir de patients, donc je n'en avais pas énormément. Et quand j'en avais, j'appliquais des levées de tension. Mais on avait des aggravations, et d'ailleurs dans la littérature, c'est bien signalé que quand on a des cas qui s'aggravent, il faut interrompre la rééducation, et à l'époque, j'en avais. Voilà, mais je faisais ce que je savais faire et ce que j'avais appris, donc les manœuvres de contracter relâcher. Mais c'est hyper agressif, d'abord pour les articulaires cervicales, ensuite pour les muscles qui sont souvent douloureux, et également pour les nerfs qui passent au milieu. Ensuite, on m'a montré, c'est un de mes associés là qui m'a montré les techniques de Jones, et là, ça nous a complètement changé la vie, mais il faut que ce soit particulièrement bien réalisé, et dans les formations, j'insiste énormément là-dessus. Si c'est parfaitement réalisé, avec des critères bien précis, je n'ai depuis, et ça fait maintenant plus de 10, 15 ans qu'on l'utilise, je n'ai plus eu d'aggravation et j'en soigne personnellement, j'en soigne 6 à 7 par jour et mes collaborateurs également. Et donc, on n'a plus d'aggravation. Voilà pourquoi j'ai choisi les mises en position courte plutôt que les levées de tension. Très bien. Qu'est-ce qu'il y a comme autre question? Oui, la question suivante, c'est quelle est la différence entre la NCB et le STCTB et comment faire la différence dans notre bilan? Ben, la NCB, c'est la compression dans les foramen des racines. Donc là, c'est l'os qui comprime le nerf qui est hypersensible et donc ça donne des douleurs qui sont en général assez intolérables avec un trajet précis puisque c'est une racine qui est comprimée. La traversée, c'est tout ce qui se passe après la sortie de la racine. Et donc là, c'est beaucoup plus diffus puisque au début, il y a les troncs primaires, puis les troncs secondaires. On n'a pas encore les nerfs du membre supérieur, mais donc ça va se dispatcher dans différents territoires. Et donc, soit on a des zones diffuses, le patient ne peut pas dire où c'est qu'il a mal exactement, hein, c'est plutôt la main ou le bras engourdi. Voilà, et donc, bon, déjà rien que comme ça, avec un peu d'expérience, on peut savoir si c'est une NCB ou une traversée. Et ensuite, si on veut affiner et augmenter un peu plus, mais bon, à mon avis, c'est pas certain puisqu'on n'arrive pas au 100%, on peut réaliser le cluster de test de Weiner. Voilà. Très bien. Question suivante. À la vue des tests précédents, comment mettre en évidence la zone où il y aurait une compression et comment mettre en évidence la dysfonctionnelle d'un des 6 sites? Non. Mais justement, c'est ce qu'on essayait de faire avant et on ne comprenait pas ce qui se passait parce que personne ne peut être sûr de l'endroit où ça se passe. La preuve, c'est la jeune femme que vous avez vue qui a été opérée. Elle a eu dans un premier temps la résection d'un scalène parce qu'on croyait sûrement que ça se passait au niveau des scalènes. Et ensuite, on lui a fait une résection de la première côte. Et quand elle est venue me voir, c'est parce qu'elle avait toujours la même symptomatologie. Donc, on ne peut pas savoir où c'est que ça se passe. C'est un continuum. C'est le nerf qui va mal coulisser sur cette zone-là. À certains cas, il peut y avoir des adhérences qui sont produites à cause de la fibrose extraneurale. Et alors que quand, en fait, les défilés au début ont été décrits, d'ailleurs pas au début, tout le temps, par des chirurgiens parce qu'ils cherchaient des compressions vasculaires. Et là, c'était important parce que si vous avez une ischémie, il faut trouver où elle se produit.
Mais en fait, au niveau des nerfs, et c'est 90% des traversées, on ne peut pas savoir exactement où se passe la compression. Je crois, là, c'est ce qu'on a bien compris avec le neuroménager, c'est que, en fait, c'est un problème global sur le trajet du nerf. Voilà, j'espère avoir répondu à la question. Question suivante. Quelle est la place des thérapies neurodynamiques dans la prise en charge du STTB? Ben, je viens d'en parler, donc il faut travailler le glissement des nerfs, mais qu'après avoir relâché la musculature. Parce que si vous travaillez le glissement des nerfs sur des poulies musculaires qui sont rigides et fixées, ça va être excessivement compliqué. Alors qu'ensuite, ça se fait très facilement. Et des fois, le neuroménager, le patient se le fait tout seul en récupérant sa mobilité et ses activités. Et on n'a pas besoin de faire des séances spécifiques de neuroménager, mais on les garde toujours sous le coude, bien évidemment. À quel endroit le test de Tinel pour le plexus brachial? Ben, on le fait tout d'abord dans le défilé interscalénique, et ensuite on descend dans le creux susclaviculaire, puis sous la clavicule, et on finit au niveau du petit pectoral et à la face antérieure de la tête humérale. Ouais, donc là, le sujet, on ressent comme des charges électriques dans le membre supérieur. Soit la zone qui est percutée, soit des décharges dans le membre supérieur. Mais on peut avoir des traversées thoraco-brachiales avec un Tinel négatif. Hein. Mais bon, si le Tinel est positif, vous êtes sûr du coup. Bon, je vois une petite question au passage. C'est quoi un fascicule? Ben, le nerf et le muscle est composé de fibres musculaires. Le nerf est composé de fascicules qui sont des regroupements d'axones et de dendrites. Voilà, et donc il peut y avoir juste un fascicule qui va être touché. J'ai une autre question. Quelles sont les raisons de l'apparition de douleurs des muscles suboccipitaux en concomitance d'un STTB? Alors, moi j'ai l'habitude de dire aux patients et de me dire à moi aussi qu'on n'est pas dedans. Donc, qu'est-ce qui se passe et pourquoi? D'abord, dans la posture en général, si on a une antéposition de la tête, on a une hypertonie des muscles sous-occipitaux. Et ensuite, à partir du moment où sur une sphère en équilibre instable, comme le rachis cervical sur la colonne cervicale, vous tendez un muscle, vous êtes obligé d'avoir une mise en tension de tous les autres muscles. Et donc, j'ai été très intéressé de voir cette publication qui montre scientifiquement ce que nous montrait la pratique de tous les jours, où on ne va pas étirer ou relâcher, puisque moi c'est une mise en position courte, que mettons le scalène antérieur et moyen du côté droit. Et il faut s'occuper de l'autre côté, des trapèzes, de la musculature antérieure cervicale et des muscles sous-occipitaux systématiquement. On peut en faire encore quelques-unes si tu as le temps. Quelles sont les preuves scientifiques concernant l'efficacité des MEPC dans le traitement des STCTB? J'ai fait deux publications, je l'ai présenté ça dans plusieurs congrès internationaux, à la CSEC, ensuite à la Société internationale de thérapie de la main qui a eu lieu à Lausanne, c'est là où d'ailleurs j'avais rencontré Lundborg, et ça a été publié dans la revue, suite à ça, dans la revue Main Libre, qui est une revue suisse, ça a été publié j'ai mis des références dans kinésithérapie, et aussi à l'expansion scientifique, j'avais présenté ça aux entretiens de Bichat. Donc avec des patients qui avaient été revus un an après. Alors, et sur les mises en position courte, il y a une référence que j'ai mise là, que j'ai pas sur la traversée thoraco-brachiale, mais sur les mises en position courte, qui est dans l'exposé, que les gens pourront revoir. J'ai une nouvelle question. Quelle place donne-t-on à la rééducation active et quels muscles sont majoritairement à cibler et à quel moment commencer cette rééducation? La rééducation active? Oui. Oui, la rééducation active. Alors d'abord, après les séances de mise en position courte, il faut observer une période de repos de 10 minutes, un quart d'heure, pour que le sujet enregistre bien le relâchement. Il ne faut pas qu'il aille faire de la musculation juste en sortant.
Et ensuite, à partir du moment où il se lève, c'est pour ça qu'on diffère le moment où il se lève, il va faire de l'actif. Il va marcher, il va tourner la tête pour regarder à droite, à gauche. Il va faire sa rééducation oculocéphalogire. Donc, de suite, il fait de l'actif. Après, quand la symptomatologie a diminué ou disparu, parce que je suis hyper prudent, les douleurs neurologiques, c'est franchement insupportable. Donc, on ne peut pas se permettre de les redéclencher au patient, mais dès que ça a disparu, là, on va lui redonner des exercices de rétroposition cervicale, des exercices de posture globale, de se rééquilibrer de façon antéro-postérieure, des exercices d'automobilisation en rotation. Je ne fais pas personnellement d'exercice de tonification du rachis cervical dans cette pathologie. Voilà. Nouvelle question. Y a-t-il un lien entre déconditionnement musculaire de la ceinture scapulaire et l'arrivée des NTOS? C'est un déséquilibre musculaire. Donc, vous avez vu un cas hypertonique, on a des cas qui sont au contraire hypotoniques. Pourquoi à un moment on décompense? Personnellement, et là je vois qu'il y a une question, le SCTB a-t-il un lien avec le syndrome de la coiffe des rotateurs? Avec la coiffe des rotateurs, peut-être. Avec la limitation de l'amplitude gléromérale, c'est quasiment systématique parce qu'il y a un report de mobilité du périphérique vers la musculature axiale qui n'est pas faite pour ça. Et c'est à ce moment-là que les syndromes apparaissent, dans mon expérience. Voilà. Et dans certains cas, on peut avoir associé des douleurs, un syndrome de la coiffe des rotateurs, des douleurs d'épaule. Mais il n'y a pas de lien entre les douleurs d'épaule et la traversée thoraco-brachiale. Il y a par contre un lien entre la limitation d'amplitude d'épaule et les traversées. Donc, ce qui fait que je commence, sauf cas aigu, douloureux et urgence, je commence jamais par le rachis cervical. D'abord, je fais, lors de la première séance, une mobilisation des gléromérales pour récupérer les amplitudes. Il y en a une autre. En quoi une position en flexion antérieure du tronc est délétère? Ne faut-il pas plutôt conseiller de varier les postures afin de limiter les positions ischémiantes pour les tissus? Alors, je ne comprends pas trop la question. Une position... C'est quoi la question? Je ne la vois pas là. En quoi une position en flexion antérieure du tronc est délétère? Ne faut-il pas plutôt conseiller de varier les postures afin de limiter les positions ischémiantes pour les tissus? Ah mais je suis entièrement d'accord qu'il n'existe pas de bonne posture. La meilleure posture longtemps maintenue est mauvaise. Donc, il faut varier les postures. Donc, plutôt avoir les bonnes, mais surtout les changer. Et pas tenir longtemps la même posture, même la meilleure. Tout à fait d'accord. Parce que ça entraîne une ischémie. Et le problème des nerfs, c'est une ischémie. Le problème d'atteinte des nerfs chez le diabétique, c'est une atteinte des micro-vaisseaux par une glycation du collagène qui constitue la microvascularisation. C'est pour ça que le tabac est quand même hyper toxique également. Ça, il faut informer le patient. Après il choisit, mais il faut qu'il soit au courant de savoir qu'il y a un lien entre les fourmis et les douleurs qu'il a dans sa main et la cigarette. Le syndrome de Raynaud bilatéral peut-il être confondu avec un STCB bilatéral? Oui. Peut-être, oui. Peut-être, mais bon, moi, le cas ne s'est jamais produit. Mais bon, c'est sûr qu'il y a toujours quelqu'un qui a un syndrome de Raynaud. C'est un problème vasculaire. Mais dans la pratique courante, sauf si vous aviez un biais de recrutement, si c'est un service de vasculaire, sinon vous avez essentiellement des neurologiques. Bon, on peut finir avec une dernière question si tu veux. Quel est le lien entre attendez. Y a-t-il des études faites sur un rapport éventuel avec des problèmes oculaires et une mauvaise coordination œil-cervical, membre sup? Oui, alors, là, l'autre jour, sur LinkedIn, là, il y a eu un petit dialogue là, avec c'est la théorie, ça a été
ça a été publié, on le retrouve sur PubMed, l'article d'Acuna sur la modification de la posture et les yeux. Il y a toute une théorie là-dessus. Après, il y a eu de grandes études cliniques. Là, je ne connais pas. Mais en pratique, allez sur LinkedIn, connectez-vous là et même je rentrerai dans le réseau et il y a une publication où on voit un sujet qui date d'un mois, qui déverrouille complètement le job avec des douleurs, des yeux ouverts, quelqu'un qui a 38 ans, je pensais qu'il avait une rupture de coiffe, et les yeux fermés, il ne bouge pas, il n'a strictement aucune douleur. Donc, cliniquement, on trouve des liens, c'est pas très fréquent. Il faut surtout pas partir dans la dérive de dire tous les problèmes d'épaule, de traversée thoraco-brachiale, etc. Il y a des problèmes oculaires. Non, mais il faut être vigilant. C'est dommage de faire perdre du temps aux patients. Moi, j'ai une patiente qui avait des douleurs très très importantes dans les mains, que j'avais bien améliorées. Je lui avais dit de faire de la rééducation orthoptique, elle ne l'a pas fait. Et donc, après, elle était très améliorée, mais ça récidivait systématiquement. Elle habitait loin de Montpellier. Et un jour, je lui ai dit, écoutez, maintenant, j'arrête la rééducation. Tant que vous n'aurez pas fait les séances d'orthopsie, elle a été un peu surprise. Elle est allée faire ses séances, elle est revenue, je lui ai fait 3 séances et ça a complètement disparu. Alors qu'à la fin, je ne l'avançais plus. Donc, elle aurait perdu son temps. Très bien. Mais j'ai vu qu'il y a une question là sur une petite jeune fille de 12 ans, donc ça m'inquiète. Que peut-on faire à une enfant de 12 ans qui présente une cote surlunaire au niveau du premier défilé, qui ne présente pas de douleur, mais qui se réveille tant l'étirement des pectoraux? Je ne comprends pas trop la question. Mais une cote surnuméraire, c'est pas pathologique. Et même quand ensuite il y a une symptomatologie, il faut les traiter comme les autres. Il n'y a que s'il y avait échec où on pourrait envisager d'aller faire la résection de la cote surnuméraire. Voilà. Très bien. Comme je disais, je pense qu'on a fait le tour de toutes les questions. On l'a indiqué au tout début, il y aura le replay qui sera disponible pour tous les inscrits donc, suite à la fin du webinaire. On tenait, Thierry et moi, à vous remercier une fois de plus. Ce webinaire, cette réunion a été un grand succès. Donc, on va remettre ça dès le mois de janvier, le 19, avec un webinaire partagé avec le docteur Philippe Collin. Voilà, donc on renverra toutes les publications sur les réseaux sociaux pour que vous puissiez venir à nouveau. En tout cas, c'était un grand plaisir, Thierry, de présenter ce webinaire et à bientôt pour le prochain. Écoutez, moi, je vous remercie tous. Je suis très flatté là et très content que vous ayez que ce sujet vous ait intéressé. J'espère que j'aurai répondu à certaines de vos interrogations. Je suis à votre disposition. Moi, je ne suis pas trop sur Facebook, mais n'hésitez pas à vous connecter avec moi sur LinkedIn. Voilà, mais j'espère qu'on se retrouvera donc le mois prochain. Allez, et merci à toute l'équipe de Follow, surtout pour tout ce qu'ils ont fait. Ouais, et merci Thierry. Surtout même dans cette période, de passer de bonnes fêtes, en étant attentif. C'est sûr. Allez, bonne fête de fin d'année tout le monde et merci encore pour ce soir. Allez, bonne fête à tous. Au revoir.